tantôt alignés sur leur méthode autoritaire, tantôt en opposition sur l'attitude à adopter en Ukraine, Donald Trump et Vladimir Poutine forment un étonnant duo. Sur l'avenir de la guerre, sur l'OTAN ou encore sur le Moyen-Orient, la relation entre les deux hommes a des conséquences géopolitiques majeures. À l'image de ce tandem, et depuis Franklin Roosevelt et Joseph Staline durant la Seconde Guerre mondiale, les liens entre dirigeants russes et américains ont défini les trajectoires des deux pays et du monde. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez Les Hommes du Téléphone Rouge, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, épisode 3, avec Gorbatchev et Reagan, la fin de la guerre froide. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche en 2016, Donald Trump a souvent été comparé à l'un de ses prédécesseurs, Ronald Reagan. Deux personnalités venues de la société civile, moquées pour leur manque d'expérience politique. Baisser les impôts, réduire la dépense publique, sauf dans la défense, certains points de leur programme se ressemblent. L'actuel locataire du bureau ovale semble même s'inspirer de Reagan. D'abord, le fameux slogan « Make America Great Again » est emprunté au président républicain de 1981 à 1989. And together, we'll make America great again. Mais c'est surtout sur le plan international que le parallèle peut être fait. Dans les années 80, Reagan lance l'IDS, l'initiative de défense stratégique. L'idée, créer une sorte de bouclier pour protéger les États-Unis d'une attaque nucléaire venue de l'URSS. Un projet que Donald Trump souhaite remettre au goût du jour en construisant un dôme d'or. Au cours de la campagne électorale, j'ai promis au peuple américain que je mettrais en place un bouclier antimissile de pointe afin de protéger notre territoire contre les menaces d'une attaque étrangère. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Une fois achevé, le Golden Dome sera capable d'intercepter des missiles, même s'ils sont lancés depuis l'autre bout du monde ou depuis l'espace. Et nous disposerons alors du meilleur système jamais construit. Nous allons achever le travail commencé par le président Reagan il y a 40 ans, mettant fin à la menace des missiles sur le territoire américain. Le taux de réussite est très proche de 100%, ce qui est incroyable. Lors de l'annonce, un portrait de Reagan trônait d'ailleurs derrière le président Trump. En réalité, les deux hommes ont des idées très différentes, sur l'immigration, sur les relations avec le Mexique et le Canada, ou encore sur les droits de douane. Je suis un grand fan de Ronald Reagan, mais c'était un très mauvais négociateur. Et concernant la Russie de Vladimir Poutine, Donald Trump pourrait aussi s'inspirer de Ronald Reagan. Le duo qu'il a formé avec Mikhaïl Gorbatchev a marqué la fin de la guerre froide, une relation qu'on vous raconte dans cet épisode. Nous sommes au début des années 80. La détente entre l'URSS et les États-Unis, entamée quelques années plus tôt par Léonid Brejnev, est mise sur pause. La tension entre les deux grands est forte, comme le rappelle Andrei Kosovoy, professeur à l'Université de Lille, spécialiste des relations internationales, notamment durant la guerre froide. On a une guerre froide qui est revenue en force à la suite de l'invasion par les soviétiques de l'Afghanistan en décembre 1979, qui a entraîné une série de réactions sans précédent côté américain, des séries de sanctions qui avaient été prises sous la présidence Carter, et une Union soviétique qui est pratiquement mise au banc des nations civilisées. La dernière rencontre qui avait eu lieu entre un dirigeant soviétique et un président américain, c'est en 1979, à Vienne, entre Carter et Brejnev, pour la signature d'un nouveau traité de désarmement, SALT II. Ce traité ne sera jamais ratifié par le Sénat américain, encore une fois, à cause de l'Afghanistan. Donc c'est un coup d'épée dans l'eau. Léonid Brejnev, justement, à la tête de l'URSS depuis 1964, meurt en 1982. Lui succèdent deux dirigeants, non seulement âgés, mais aussi très malades, surtout très malades. Andropov en 82-84 et Tchernenko en 84-85. Et enfin, on voit arriver au pouvoir à la tête du parti soviétique un jeune homme de 52 ans, Mikhaïl Sergueïevitch Gorbatchev. Donc quand je dis jeune homme, je plaisante, mais par rapport à la moyenne d'âge des membres du Politburo, il est effectivement jeune. La moyenne d'âge à l'époque dépasse allègrement les 70 ans. Et puis c'est un homme en bonne santé, plein d'énergie. Et un peu comme Khrouchtchev en 1953, il veut absolument casser cette tendance à la dégradation des relations, cette glaciation qui s'est instaurée. Quand Gorbatchev succède le 11 mars 85 au dernier des morts-vivants du Kremlin, Konstantin Tchernenko,
Le KGB a fait un diagnostic douloureux. L'Union soviétique n'a plus les moyens de tenir son rang de grande puissance. Mikhaïl Gorbatchev veut donc réformer le système communiste. Il met en place ce qu'on appelle la perestroïka. Le mot perestroïka, qu'on traduit souvent par reconstruction, il faudrait plutôt le traduire par restructuration. C'est un slogan qui est lancé par Gorbatchev à partir de 1985, après son arrivée au pouvoir à la tête du parti soviétique, pour parler de réformes certes importantes, mais pas de réformes qui transformeraient de fond en comble le régime soviétique, qui est un régime communiste, avec un parti au pouvoir, une économie qui est centralisée, avec un système de contrôle à tous les niveaux du parti, de tous les échelons de l'économie, etc. Donc qu'est-ce qu'on va faire, par exemple? On va introduire la notion de profit, qui avait été tantôt introduite, tantôt interdite. On va laisser plus d'autonomie aux entreprises, les responsabiliser plus. Et je n'ai pas parlé aussi de la déstalinisation qui se poursuit, c'est-à-dire qu'on va affronter la mémoire noire de l'époque stalinienne. Et puis, on le verra partout dans les médias, au cinéma, etc. C'est un vent de liberté qui va souffler à nouveau sur la Russie. De l'autre côté de l'Atlantique, Ronald Reagan a été élu président des États-Unis en 1980, puis réélu en 1984. Et déjà, avec les prédécesseurs de Gorbatchev, il est un fervent anticommuniste. Dans vos discussions sur les propositions de gel nucléaire, je vous invite à vous méfier de la tentation de l'orgueil, de la tentation de vous déclarer avec désinvolture au-dessus de tout cela et de considérer les deux parties comme également fautives, d'ignorer les faits historiques et les pulsions agressives d'un empire maléfique, de qualifier simplement la course aux armements de gigantesques malentendus et de vous retirer ainsi de la lutte entre le bien et le mal. Reagan est dépeint dans la propagande soviétique dans les années 81, 84, 85 comme un épouvantail, comme un va-t-en-guerre. On le dépeint souvent comme quelqu'un qui va puiser chez les nazis son inspiration, quelqu'un qui prépare la guerre contre l'Union soviétique et à qui le fantôme de Goebbels, par exemple, on le voit sur les caricatures. Dans les principaux journaux du pays, le fantôme de Goebbels va chuchoter à l'oreille, lui raconter ce qu'il pourrait faire, la meilleure manière de faire pour envahir l'Union soviétique. Donc l'opinion publique soviétique est préparée, la société soviétique est préparée à l'idée que les États-Unis souhaitent la guerre, veulent la guerre. Il en va de même aux États-Unis. On a par un effet de miroir, tout est montré, tout est fait pour faire croire aux Américains qu'effectivement les Soviétiques préparent la guerre. Aux États-Unis, on perçoit l'Union soviétique comme un pays très dangereux pour la paix dans le monde. Et en 1983, vous avez même une petite fille américaine qui s'appelle Samantha Smith, qui devient célèbre en écrivant une lettre à Andropov, en lui disant « Est-ce que c'est vrai que vous voulez la guerre? Est-ce que c'est vrai que vous voulez nous bombarder ?» Et Andropov, depuis sa chambre d'hôpital, parce qu'à ce moment-là, il est très malade et hospitalisé, lui répond, ses conseillers lui répondent en disant « Mais pas du tout. D'ailleurs, si tu veux en avoir la preuve, tu n'as qu'à venir chez nous. » Et il l'invite à se rendre en Union soviétique en été, donc par une grande opération de propagande qui est mise en place. Cette petite fille de 13 ans se rend aux États-Unis pour constater qu'effectivement, les enfants soviétiques sont des enfants comme les autres. Et ils ne veulent absolument pas la guerre. Sauf que juste après le départ de Samantha Smith, un drame se produit. Un avion coréen transportant 269 personnes est abattu par un chasseur soviétique. Parce qu'il a eu le malheur de franchir l'espace aérien soviétique et les chasseurs soviétiques l'ont pris pour un avion espion ou pour un avion militaire. 269 morts. On a bel et bien la confirmation que l'Union soviétique, c'est un pays de fous qui veut la guerre. Cette image-là, encore une fois, Gorbatchev a essayé de la casser. Reagan lance alors sa fameuse initiative de défense stratégique surnommée la guerre des étoiles. Et le début de la relation entre les deux dirigeants va être entaché par une nouvelle crise, celle des euromissiles. Les Soviétiques qui modernisent leur système de missiles déployés en Europe de l'Est, ils instaurent des missiles plus modernes qu'on appelle les SS-20. Les Américains disent, si vous modernisez votre arsenal nucléaire, nous aussi on va en faire de même. Et les Soviétiques disent, non, on ne peut pas accepter ça parce que faut pas oublier qu'il n'y a pas que vos forces à vous qui sont placées, il y a aussi les forces de vos alliés en Europe. Voilà, donc le décompte n'est pas bon, n'est pas en notre faveur. Et ce débat va se poursuivre jusqu'en 83, où on verra le déploiement de missiles américains Pershing II en Allemagne de l'Ouest notamment. Donc c'est ça qui fait qu'on a un risque de troisième guerre mondiale qui est très fort au début des années 80. Cette décision historique du Parlement allemand, elle a été prise contre l'opinion publique qui est plutôt favorable aux pacifistes,
Pacifistes qui étaient hier près de 15 000 à manifester dans plusieurs grandes villes d'Allemagne fédérale pour protester contre l'implantation des euromissiles. Manifestation à Bonn, à Hambourg, mais aussi à Berlin-Ouest. Force est de constater que le mouvement pacifiste a réussi sa démonstration aujourd'hui à Paris. La Marche de la Paix a réuni 200 000 personnes selon ses organisateurs. En tout état de cause, il y avait bien longtemps qu'on avait vu autant de monde en France à l'occasion d'une manifestation quelle qu'elle soit. La Marche de la Paix a dit non à la course aux armements. C'est avec tout cela en tête que les deux hommes vont enfin se rencontrer. Un premier rendez-vous a lieu à Genève en 1985. Encore une fois, il faut se souvenir qu'il n'y a pas eu de rencontre depuis 1979. Quand on posait la question à Reagan, mais pourquoi vous ne faites pas d'efforts? Pourquoi vous ne rencontrez pas Andropov? Pourquoi vous ne rencontrez pas Tchernenko? Il avait sorti cette boutade. Reagan, c'était le maître en blague et en réplique drôlatique, si je peux dire. Donc il avait dit, mais moi je voudrais bien, mais ils n'arrêtent pas de mourir. They keep dying on me. Donc il faisait allusion au fait que ces dirigeants qui étaient très malades ne restaient pas longtemps au pouvoir. Vous avez Andropov qui reste 2 ans au pouvoir, même pas, et puis Tchernenko, 84-85, 1 an à peine au pouvoir. Voilà, Gorbatchev, enfin, ils vont pouvoir se rencontrer. À nouveau, c'est une rencontre entre deux systèmes et deux hommes que tout oppose. Et ce qui est intéressant dans le couple Gorbatchev-Reagan, c'est que pour la première fois, on a donc un chef de l'État soviétique qui est beaucoup plus jeune que son interlocuteur américain. Gorbatchev est né en 1931, Reagan est né en 1911, donc 20 ans d'écart, c'est quand même pas mal. Voilà, jusqu'ici, on n'avait pas eu ça jusqu'ici. Et puis d'autre part, il faut bien le souligner, Gorbatchev, c'est quelqu'un qui est un véritable intellectuel aux côtés de Reagan, ce qu'on oublie très souvent. Gorbatchev a fait des études de droit, il est allé très loin à Moscou dans ses études de droit jusqu'à la thèse, et puis ensuite il va avoir une double formation, il va faire des études d'agronomie aussi, très poussées. Une double formation à côté de ses collègues du Politburo, qui n'avaient pas souvent pas terminé leurs études. Voilà, il était déjà l'intellectuel du Politburo, mais même face à Reagan, il faut se souvenir que certes il a été à l'université, mais qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu l'équivalent d'une licence dans une université complètement inconnue du bataillon. C'est pas du tout l'Ivy League, c'est pas les universités prestigieuses de la côte Est, c'est une Eureka College dont personne n'a jamais entendu parler. Voilà. Et que va faire Reagan après sa licence? Il va devenir présentateur radio, il va commenter des événements sportifs, publicitaires et sportifs, avant de devenir acteur de série B, western de série B. Il va avoir cette casquette-là, quoi. Pas un type destiné véritablement à une carrière politique. Donc Reagan est surclassé. Il faisait froid ce matin à Genève, il y avait de la neige et un vent glacial qui soufflait de l'Est. Mais n'en tirez aucune conclusion pour le sommet Reagan-Gorbatchev. La poignée de main a eu lieu à l'heure dite et les deux hommes ont eu plus d'1 heure d'entretien en tête-à-tête au lieu des 15 minutes prévues. Même si sur les images, l'ambiance semble bonne durant les rencontres à Genève en 1985, puis à Reykjavik en 1986, Reagan et Gorbatchev ne parviennent pas à s'accorder. Les Occidentaux ont du mal à faire confiance à Gorbatchev. Ils s'imaginent encore que tout ça, c'est une opération de propagande, de la poudre aux yeux, ce jeune dirigeant qui veut réformer le pays, qui a des idées de démilitarisation, etc. On a déjà vu ça. On a déjà vu Khrouchtchev, on a déjà vu Brezhnev. Tout ça, on le connaît. Et puis progressivement, la confiance va s'instaurer parce que Gorbatchev a beaucoup de charisme. Ça aussi, c'est un élément dont il faut tenir compte. Après les dirigeants soviétiques au visage fermé, rigide, là, on a un type qui sourit. Et un sourire rayonnant, quoi. C'est un homme qu'on voit très souvent avec son épouse, Raïssa Maximovna. C'est la première véritable First Lady soviétique. Toutes les autres épouses de dirigeants, on les voyait pratiquement jamais. Et donc, pour les soviétiques, il faut réussir à s'entendre avec celui qu'ils considèrent comme étant un anticommuniste primaire, un néandertal de l'anticommuniste, comme il le qualifie à plusieurs reprises, un Ronald Reagan. Pour Gorbatchev, il faut absolument que Reagan renonce à ce projet de bouclier spatial. Et c'est la raison pour laquelle la raison principale pour laquelle les rencontres de Genève et de Reykjavik ont échoué. Elles ont échoué, mais c'est Gorbatchev qui s'en sort haut la main. Parce que il dit quoi à Reagan à la fin de la rencontre de Reykjavik? Il lui dit « Moi, je veux que vous signiez avec moi
un traité où il sera indiqué que vous renoncez à toute militarisation de l'espace pour éviter que le risque de guerre il continue d'augmenter, quoi. Et si jamais on se quitte sans que vous ayez signé ce document, je dirais bien que c'est vous qui avez refusé de le signer. Et Reagan quitte la conférence en colère parce qu'il comprend qu'il s'est fait avoir, quoi, de cette histoire. Gorbatchev a réussi à se faire passer pour le pacificateur, alors que lui, Reagan, c'est le va-t-en-guerre. C'est l'image que propage la propagande soviétique à ce moment-là, de Reagan. Au printemps 1986, un autre élément est venu empoisonner la relation entre les deux dirigeants, en plus de déstabiliser la politique intérieure de Gorbatchev. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À 19h17, l'agence soviétique TASS annonçait un accident en Ukraine dans une centrale nucléaire. Le seul fait qu'elle l'annonce laissait supposer que c'était grave. Une zone de sécurité de 30 km aurait été établie autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl et plusieurs dizaines de milliers de personnes évacuées. Sur le nombre exact de victimes, morts ou blessés, on reste dans l'incertitude. Moscou déclare 2 morts, mais des témoignages occidentaux avancent le chiffre de 2000 morts. Les émanations radioactives portées par les vents ont atteint l'Europe du Nord. Le manque de réaction de l'URSS et de son chef suprême sont pointés du doigt, particulièrement par Reagan. Les désaccords entre l'américain et le soviétique sont au plus haut, comme ce 12 juin 1987. General Secretary Gorbachev. Il interpelle Gorbatchev en disant « Si vous êtes vraiment celui que vous prétendez être, un réformateur à la tête de l'Union soviétique, le nouveau Pierre le Grand, alors mettez fin à ce mur du Berlin qui nous sépare, puisque c'est ce mur du Berlin qui est le symbole même de notre division et de la glaciation de la guerre froide. » Mr. Gorbachev, open this gate. Mais malgré ces tensions, aucun des deux ne renonce au dialogue. Il faut attendre décembre 1987 pour assister enfin à des progrès et pas des moindres. Reagan et Gorbatchev se retrouvent à Washington en 1987. Et cette fois-ci, le ton est bien différent. L'Américain veut une désescalade et le Soviétique est bien conscient que la course aux armements n'est plus soutenable pour son pays. Gorbatchev va comprendre qu'il faut qu'il donne des gages aux Américains, en plus, et l'un des principaux gages, ça va être 1987, le sommet de Washington, quand on va signer un accord historique sur, qu'on va appeler l'accord sur les forces intermédiaires, c'est-à-dire les missiles de portée intermédiaire. C'est les missiles qui sont considérés comme étant les plus à risque, finalement, ceux qui pourraient provoquer une guerre en Europe. Le traité FNI, pour force nucléaire à portée intermédiaire, doit permettre le démantèlement de missiles pouvant aller de 500 à 5500 km. À partir de ce moment-là, les relations entre Gorbatchev et Reagan vont énormément s'améliorer. L'image négative de Reagan dans la propagande soviétique va disparaître. Il va céder la place à un type qui va être présenté de manière beaucoup plus favorable, amicale. Et la rencontre suivante, ce sera le sommet de Moscou en 1988, où, fait sans précédent, on verra Gorbatchev et Reagan se promener pratiquement main dans la main sur la place rouge. Donc on a une théâtralisation de cet événement qui est sans précédent. Il faut se souvenir que la dimension de théâtralité est très importante dans ces rencontres. La rencontre entre Staline et Roosevelt à l'ambassade soviétique de Téhéran, qui avait été très amicale, n'avait jamais été filmée. On n'en a que des récits indirects. Voilà, celle de Vienne entre Kennedy et Khrouchtchev avait été photographiée. Je ne crois pas qu'il y a eu des enregistrements en direct des conversations. Idem pour les rencontres entre Brejnev et Nixon. On a des photos, il y a des petites vidéos, mais c'est pas vraiment. Alors que là, on a vraiment un reportage en direct de la place rouge. Les soviétiques allument leur téléviseur. Ils voient quelqu'un qui était encore récemment présenté comme un épouvantail, comme un va-t-en-guerre, comme un fou furieux, Reagan. Et donc Gorbatchev qui lui demande sur la place rouge, encore récemment, vous disiez qu'on était l'empire du mal, vous vous en souvenez? Et Reagan est forcé d'admettre que non, les choses ont bien changé. Ce n'est plus du tout la même Union soviétique. Peu après, Reagan va parler devant les étudiants de l'université de Moscou, qui est aussi un fait sans précédent, on n'avait jamais vu ça. Donc on va beaucoup plus loin qu'à l'époque de Khrouchtchev, en matière de dégel et en matière de rapprochement, en termes de rapprochement entre les deux pays. C'est quelque chose qui est sans précédent. Je ne peux pas parler d'amitié comme c'était le cas pour Brejnev et Nixon. La différence d'âge est trop importante, à part leur idée qu'il faut créer des conditions pour la paix dans le monde. Il n'y a pas grand-chose d'autre. On n'aura pas le même effet de mode qu'on a, par exemple, en Europe de l'Ouest, où Gorbatchev sera extrêmement populaire.
Le peuple soviétique est ouvert à l'amitié et à la coopération avec toutes les nations. Il nourrit un respect sincère pour le peuple américain et souhaite entretenir de bonnes relations avec votre pays. Monsieur le secrétaire général, nous n'avons pas précipité les choses et je suis venu ici pour poursuivre ce travail. Nous savons tous les deux que cela ne sera pas facile. Nous savons tous les deux qu'il reste d'énormes obstacles à surmonter. En 1989, avec la chute du mur de Berlin, Gorbatchev est nommé homme de la décennie par le magazine Time. Les troupes russes se retirent d'Afghanistan en 1988, la fin de la guerre froide approche. Un putsch contre Gorbatchev va bientôt faire tomber le dirigeant et conduire à la fin de l'URSS. C'est le début d'une nouvelle ère dans les relations russo-américaines et c'est ce qu'on vous raconte dans le dernier épisode de cette série. Pour ne pas le rater, chers auditeurs, pensez à suivre La Loupe sur n'importe quelle plateforme de podcast, par exemple Spotify, Castbox ou Apple Podcast. Les Hommes du téléphone rouge est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, réalisé par Jules Cros.